Bon, donc bonjour à toutes et tous pour cette nouvelle séance de Horizon des littératures hispaniques sur la thématique de continuité-discontinuité. Je pense que ce sera une des dernières séances sur le sujet. Et après, on enchaînera sur une nouvelle thématique dont on a vaguement commencé à discuter avec Lina, Sylvie et Béatrice. Ce sera peut-être sur l'épistolaire, mais bon, on en discute. Attends, faut que je, voilà, tout ça, c'est parti, l'enregistrement. Alors, avant de démarrer, il faut que je vous dise, alors désolé pour celles qui n'auraient pas lu le livre. Je pense que ça va être assez marécageux, du coup, et d'autant plus que, il y a un certain nombre d'éléments que je vais donner pour de simples faits, alors que cela relève déjà en très grande partie de l'interprétation. Or, je n'ai pas le temps de refaire tous les cheminements qui ont mené à ces conclusions, mais disons que je vais m'appuyer sur un certain nombre de conclusions pour faire ma petite théorie de la continuité, discontinuité et rétrocontinuité. Bon, d'autre part, permettez-moi aussi, en préambule, de vous expliquer d'où, alors c'est la première fois que je le fais, hein, mais d'où est venue l'idée de cet article. Bon, il se trouve que moi, j'ai toujours pensé, enfin, ce qui m'a façonnée en tant que chercheuse, c'est à la fois mon travail de traductrice, parce que ça m'a amené à regarder le texte de manière très pointue. C'est de là que vient, je crois, mon amour pour les micro-lectures. M'intéresser non pas tant à ce que dit le texte, mais à ce qu'il fait, et apporter une attention sur le rythme de la phrase, l'architecture de la phrase, etc. Ça me vient de la traduction. Et puis le deuxième pilier qui a fait de moi, je crois, la chercheuse que je suis, c'est, vous connaissez mon amour pour le concours de l'agrégation, pour la préparation à l'agrégation et l'intensité de mon investissement intellectuel et de mon temps aussi, mais en tout cas intellectuel dans nos différents programmes. Et il faut bien le dire, quand on avait eu Rayuela et Queremos tanto a Glenda, je crois que j'avais eu une discussion là-dessus avec Pénélope, j'avais beaucoup râlé. J'avais pas du tout envie de travailler pendant 2 ans sur Cortázar, en particulier sur ces deux textes-là. Et évidemment, comme d'habitude, moi je râle d'abord, je réfléchis après. Et en fait, ça a été un des programmes que j'ai préféré, si ce n'est mon préféré au cours de toutes ces années. Bon, alors, le concours de l'agrégation, en tout cas préparer au concours de l'agrégation ses étudiants, vous le savez, c'est s'imprégner de ce que les autres ont dit pour arriver progressivement à se faire une thèse, hein, sa propre thèse au sein du cours, et tout ça ramené à un système pour que les candidats, depuis les explications de texte et les dissertations, puissent finalement toujours plus ou moins faire la même problématique dont le sujet, la page 12 ou le tel sujet de leçon ne serait jamais qu'une déclinaison. Donc, tout ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'à la convergence de ces deux choses-là, je me suis retrouvée, moi, avec une approche de systématisation de la littérature, et en particulier de systématisation autour de cette idée, et je l'ai dit, que la littérature est moins intéressante pour ce qu'elle dit que ce qu'elle fait. Donc, je suis arrivée au bout de mes 2 ans de cours d'agrégation sur Queremos tanto a Glenda avec une thèse sur Queremos tanto a Glenda qui tenait parfaitement debout, toute jolie, etc., etc. Et puis l'année dernière, alors j'avais eu envie d'écrire un article sur tout ça, et puis il y avait eu d'autres projets. Bon, bref, j'avais laissé ça de côté en me disant peut-être un jour, quand je serai à la retraite. Bref, vous voyez le genre. Et puis l'année dernière, j'étais invitée à faire la conférence inaugurale du Congrès des sociétés savantes, la SOFIA, les hispanistes qui travaillent, enfin les Espagnols qui travaillent sur l'Espagne, sur la France, pardon, les Portugais qui travaillent sur la France, et le Congrès portait sur l'excès, la thématique de l'excès. Et je m'étais dit, parfait, j'ai un parfait sujet avec mon Queremos tanto a Glenda, je vais pouvoir expliquer comment Anillo de Moebius représente un point d'excès thématique et qu'en réalité, on peut déconstruire pour démontrer que c'est un excès, mais pour la bonne cause. Voilà, donc j'ai écrit ma conférence, j'ai écrit ma conférence, et puis il y avait quelque chose qui n'allait décidément pas. Ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas, et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais, alors si ce n'est trompée dans mon cours d'agrégation, en tout cas, j'avais été victime du vice
d'une approche, non pas qu'est-ce que le texte dit, mais qu'est-ce que le texte fait, et d'une approche, une espèce d'hyper-technicité universitaire où tout ça roule bien et on s'intéresse, enfin en tout cas je ne m'intéressais plus à l'approche thématique. Et là, la thématique de l'excès m'a rappelé à la dure réalité de oui, mais peut-on complètement s'affranchir de ce que le texte dit? Et quand je me suis inquiétée de ce que le texte dit, eh bien, j'ai dû remettre complètement mon système d'interprétation de mon cours d'agrég sur le grill, de recommencer tout à zéro. Donc cet article, c'est le complément de la conférence que j'ai donnée sur l'excès. Ça se recoupe très partiellement. Disons que ce sont les choses que je n'ai pas pu travailler sur continuité-discontinuité pour faire ma démonstration sur l'excès. Voilà. Donc je commence. Alors excusez-moi pour le volume un peu bizarre, je suis dans un gros rhume et une grosse bronchite. Alors, à la lecture du recueil Queremos tanto a Glenda, l'avant-dernier publié du vivant de Julio Cortázar en 1980, on mesure sans peine qu'à l'instar d'un système déjà amplement optimisé dans l'œuvre antérieure, la logique consistant à scénographier à grand bruit le démontage des pièces du récit et leur remontage de manière faussement aléatoire structure de nouveau ces dix nouvelles et conditionne de fait, une fois de plus, leur interprétation. La question étant par conséquent de déterminer la nature et les effets du rhizome diégétique, discursif et métalittéraire tissé entre la semble-t-il plutôt inoffensive Orientación de los Gatos en ouverture et la semble-t-il très nocive Anillo de Moibus en fermeture, qui, prise au pied de la lettre, fait purement et simplement l'apologie du viol. S'il est souvent et malheureusement difficile, voire impossible, de déterminer quel choix a présidé à l'ordonnancement d'une anthologie de nouvelles quand l'auteur ou, le cas échéant son éditeur, n'ont pas donné d'explication sur le sujet, nul doute que Cortázar, lui, a cherché à construire, plus exactement, à montrer qu'il voulait construire une solide continuité entre les textes de Queremos tanto a Glenda. Savamment délibérée, en effet, elle va au-delà du seul critère du temps de l'écriture, probablement même qu'elle s'en affranchit. Ces histoires sont assemblées en trois parties, de surcroît numérotées, 1, 2, 3, une suite qui commande de fait un programme de lecture dans l'ordre, bloc par bloc, puis de bloc à bloc, et enfin dans la succession de l'ensemble des blocs. Quels sont les éléments agglomérants du premier bloc constitué par Orientación de los Gatos, Queremos tanto a Glenda et Historia con Migalas? Orientación de los Gatos s'appuie sur le récit autodiégétique d'un narrateur masculin obsessionnellement frustré à l'idée de, pense-t-il, ne pas assez percer la psyché de sa compagne, Alana, alors que leur chat, Osiris, le fait si naturellement, pense-t-il encore. Or, y parvenir relève pour lui de l'impératif. À cette fin, il imagine une sorte de programme expérimental à travers lequel il pourra l'éprouver et grâce à cela, la traduire pour lui, grâce à ce qu'il voit comme le langage de la vérité de l'être par excellence, l'art. Il lui fait ainsi écouter toute une palette de styles musicaux et à l'examen minutieux de ce qu'il croit qu'elle éprouve, il ne doute pas, enthousiaste, qu'il la saisit enfin mieux. Jusqu'à ce que déçu, il arrive à un nouveau point de résistance. Il comprend mieux, certes, mais pas totalement, et doivent passer à l'étape suivante, la peinture. Dans un musée, placé devant une galerie de tableaux, Alana réagit tandis que le narrateur, au comble de l'euphorie, l'observe réagir. Jusqu'à ce que, postée devant une dernière toile, la femme subisse dans le regard de l'homme une ultime transformation en lenta estatua et disparaisse. Ella había ido al cuadro, pero no estaba de vuelta. Seguía al lado del gato, mirando más allá de la ventana, donde nadie podía ver lo que ellos veían, lo que solamente Alana y Osiris veían cada vez que miraban de frente. Le récit de Queremos tanto a Glenda, porté par un narrateur à la deuxième personne du pluriel, a pour objectif la justification de l'assassinat collectif de l'assassinat Glenda Garson, via l'argument qu'après avoir travaillé avec la plus belle et la plus noble dévotion au perfectionnement suprême de sa filmographie à travers toutes sortes de manipulations des bobines, les membres du nucléo jugeaient inimaginable que la personne de l'artiste puisse un jour endommager avec ses imperfections de femme réelle leur chef-d'œuvre de ses œuvres. Si d'un point de vue strictement diégétique, il n'y a aucune continuité entre ces deux
entre ces deux textes, il se trouve en fait relié très étroitement. D'abord subtilement, parce qu'on comprend que le cadre de ce tableau, à travers lequel Alana est passée puis a disparu vers une autre réalité, invisible pour le commun des mortels, correspond, pour Queremos tanto a Glenda, au cadre de cette porte d'un théâtre ou d'un cinéma que l'on franchit, symptomatiquement dans les premières lignes de l'Incipit, pour s'extraire du réel et accéder à la Tierra de Nadie, où, enfin, tout n'est plus que vague forme et presque silence dans une semi-obscurité, où las miradas vertiéndose en la escena o la pantalla, huyendo de lo contiguo, de lo destelado. La scène ou l'écran envisagé comme un autre cadre dans le cadre, derrière lequel les spectateurs passent et disparaissent également, encore davantage abstraits du réel. Si dans la salle de théâtre ou de cinéma, les autres n'étaient plus que de vagues identités, el hombre, la mujer, en su butaca, par-delà la scène et l'écran, les êtres prennent tellement réalité qu'on les identifie presque comme des membres de sa propre famille par leurs prénoms. Anouk, Marilyn, Annie, Sylvana, Marcelo, Yves, etc. On voit comment la notion de cadre comme seuil entre différentes strates du réel assure la continuité entre ces histoires, entre deux paraboles d'un certain rapport avec l'art, de l'art destiné à transformer la réalité, s'agissant de Orientación de los Gatos, et à s'en affranchir, s'agissant de Queremos tanto a Glenda. Dans un cas comme dans l'autre, le mot-clé est l'amour. Si le narrateur de la première nouvelle veut comprendre sa femme, c'est, argue-t-il, pour mieux l'aimer. Si les narrateurs de la deuxième veulent sublimer Glenda, c'est, se justifie-t-il, parce qu'eux, ils l'aiment, en plus de juste l'admirer. Et dans les deux textes, l'amour suppose la perte et finalement la destruction de la réalité. Pour le jeu du couple, sans doute parce que la routine conjugale est incompatible avec la permanence du désir. Pour le nous du nucléo, sans doute parce que la réalité du quotidien est incompatible avec la permanence du fanatisme. Dans cette configuration qui place réalité et amour dans une relation antagonique d'une telle ampleur, l'art apparaît comme la seule solution pour faire perdurer l'amour. Le passage du jeu de la sphère privée au nous de la sphère publique coïncide avec une gradation puisqu'on passe d'un assassinat symbolique à un assassinat concret, d'autant plus que cette Glenda est la traduction littéraire d'une Glenda bien réelle. Une gradation qui paraît servir, par le procédé de l'amplification, une continuité argumentative dont la conclusion serait la mise en évidence du mauvais usage de l'art par le destinataire de l'art. Quelle continuité entre Orientación de los Gatos, Queremos tanto a Glenda, et Historia con Migalas? Si la cohérence du premier bloc repose effectivement sur une réflexion méta-artistique depuis la perspective du lecteur et du spectateur comme consommateurs vampiriques et vénéneux. La réponse n'est pas aisée à trouver dans cette histoire qui ne parle plus ni de l'art ni de son public, mais de deux femmes récemment arrivées en Martinique et séjournant dans un hôtel à peu près désert. Le maillage est pourtant étroit avec ce qui précède. Cette fois, les protagonistes n'ont plus de cadre à franchir pour accéder à une réalité de théâtre ou de cinéma. Elles vivent littéralement dans le décor. Il y a évidemment une magnifique plage de cartes postales et la réalité n'existe plus tout court. Pas anodin qu'elle soit localisée au bout du monde et sur une île. La réalité n'existe plus parce qu'elle a été éliminée, symboliquement et concrètement, dans les nouvelles d'avant et ici. C'est en toute logique que l'on retrouve des meurtrières, les migales du titre, en fuite après avoir assassiné un certain Michael, probablement le mari de l'une d'elles, avant d'abandonner son cadavre au fond d'un puits. Historia con Migalas prolonge et fusionne Orientación de los Gatos et Queremos tanto a Glenda. Il y a de nouveau un nous qui a tué un représentant de la plate réalité, en l'occurrence, sans doute de nouveau, de la plate réalité conjugale, pour vivre une passion saphique. Or, le premier bloc paraît s'achever sur une condamnation morale de ces assassins de réalité par art interposé. Car loin de jouir d'une forme de supra-réalité, une fois la réalité réelle détruite, ils sombrent dans une indéfectible culpabilité, en référence à ces irinies vengeresses que représentent les voix bourdonnantes de l'autre côté de la cloison du bungalow du couple. Reste maintenant à déterminer quelle continuité entrelace ce premier bloc et le suivant, constitué par Texto en una libreta, Recortes de prensa et Tango de vuelta,
Alors que les frontières de saut de page, ce fameux 2 de la deuxième partie, et des récits qui n'ont diégétiquement rien de commun avec ce qui précède, semblent marquer une rupture nette, afficher une radicale discontinuité. Remarquons tout d'abord l'entrée en scène de la réalité réelle, en réalité la réalité historique et politique, dans le recueil. À travers des coordonnées spatio-temporelles certes succinctes mais hyper lisibles et ultra signifiantes, Texto en una libreta superpose explicitement l'horreur de l'Argentine de Perón et celle de Videla. Et la démonstration met assez clairement en évidence que dans ce monde où certains entrent dans les souterrains du métro de Buenos Aires pour n'en plus ressortir, à jamais disparu, la réalité réelle a justement cessé d'être la réalité réelle au bénéfice d'une espèce de surréalité aussi distorsionnée que celle d'un cauchemar, où rien n'apparaît plus ni stable ni logique, en dépit de la tentative du narrateur à la première personne de mener une enquête, comptabilité et témoignage à l'appui, pour comprendre et écrire, écrire et donner à comprendre. À croire que pendant que les consommateurs de l'art, dénégateurs de réalité, délaissaient et annihilaient le social et le politique, d'autres, les bourreaux et les assassins en l'occurrence, ont occupé la place et ont tout vitrifié dans l'horreur et la terreur. Dans ces conditions, la nouvelle pourrait offrir l'espoir que face aux armes, les lettres s'inquiètent de réalité. Plus exactement, s'inquiètent de nouveau du réel, à travers cette proto-figure d'écrivain. Proto parce que pour l'heure, il semble qu'on en soit encore à l'étape d'une réadaptation, d'un réapprentissage de la réalité à travers la descente dans les tréfonds de l'histoire et du présent pour voir et comprendre. Et à l'étape d'une réadaptation, d'un réapprentissage de l'écriture de la réalité à travers la prise de simples notes dans un simple carnet pour l'instant. Depuis ce volet interprétatif, le lien avec la série des trois nouvelles de la première partie est bel et bien l'art, la question du rapport entre art et réalité, et il faudrait en conclure qu'en quelque sorte placé face à ses responsabilités, l'artiste choisirait de s'immerger dans le réel pour y jouer son rôle de témoin, en l'occurrence à travers l'écriture, puisque désormais, dit-il, il connaît el plan et las consecuencias de todo esto para la población de Buenos Aires. Le fait que les protagonistes de Recortes de Prensa soient deux artistes, un sculpteur et une écrivaine, confirme d'une part que l'omniprésente et prégnante dimension méta-artistique assure effectivement une solide continuité entre les 5 premières nouvelles de Queremos tanto a Glenda, d'autre part qu'après avoir examiné le versant des destinataires de l'art dans le premier bloc, il examine bien à présent le versant des créateurs, toujours donc autour de cette question centrale du rapport avec la réalité réelle. Et à l'instar de la partie 1, la partie 2 déploie une démonstration en 3 temps, avec gradation argumentatif dialectique entre chaque nouvelle. Ainsi, tandis que Texto Nuna Libreta s'appuie sur un personnage isolé de proto-écrivain plus ou moins apte à analyser son environnement, mais affichant sa détermination au moment de retourner à la réalité réelle pour, on pouvait l'espérer, y agir depuis et grâce à l'art, Recortes de Prensa opte pour un duo d'artistes expérimentés et reconnus, représentant significativement pour l'une l'écrit, pour l'autre la matière. Sans doute la meilleure combinaison technique pour approcher au plus près la réalité réelle et la donner à comprendre et sentir. Les conditions semblent d'autant plus réunies pour qu'ils remplissent leur fonction d'artistes dans la cité par le biais d'une œuvre commune de dénonciation, que la matière sur laquelle ils vont s'appuyer pour travailler ensemble n'est autre que des articles de presse qui évoquent très directement et explicitement les violences commises par le régime dictatorial ayant sévi en Argentine entre 1976 et 1983. Reste à savoir si un effet de contamination de la réalité artistique à part, préservée et lointaine, symptomatiquement, les deux protagonistes se rejoignent dans l'espace clos de l'atelier parisien du sculpteur pour collaborer. Donc reste à savoir si un effet de contamination de la réalité artistique à part, par la réalité ici et maintenant de leur pays d'origine, peut s'opérer via cette introduction d'un élément on ne peut plus réel. Certains de ces articles ont été tirés de journaux par Cortázar. En fin de compte, outre que le dénouement ne renseigne en rien sur la concrétisation ou non d'un projet qui, comme pour Texton ou Libreta,
pourrait bien demeurer à l'état de bonnes intentions, tandis que le sculpteur ne sort jamais de la tour d'ivoire de son atelier, l'écrivaine, elle, sort bel et bien dans l'espace public, la rue, mais pour s'y rendre complice d'une séance de torture et d'un meurtre. Il faudrait alors en conclure que l'artiste ne peut décidément pas aller au réel et que quand il s'y aventure, il ne peut qu'y mal agir, faute de connaître et comprendre son environnement. D'ailleurs, la conversation téléphonique finale entre les deux artistes laisse clairement entendre que la dite séance de torture et le dit meurtre pourraient bien n'avoir même jamais existé et n'être que le fruit de l'imagination de l'écrivaine. Contaminée par l'effet de réelle post-lecture de la presse, certes, mais pas de la façon qu'on attendait. La vie des gens de la réalité serait réduite au rang de pure matière première, dans laquelle puiser des histoires assez stimulantes pour avoir envie de s'y mettre soi-même en scène dans l'imagination à travers ses propres fantasmes. Dans la continuité argumentative de Texto en una libreta, on en déduit donc que l'espoir de voir l'artiste aller et agir dans le réel reste absolument vain, quelles que soient ses supposées bonnes intentions de départ, liées à sa culpabilité, et quelles que soient ses tentatives de réadaptation et de réapprentissage à de la réalité. Il y aurait en quelque sorte incompatibilité par nature entre réalité réelle et réalité artistique. La démonstration prend sa pleine mesure dans la troisième et dernière nouvelle du bloc, Tango de Vuelta. Cette fois, le narrateur à la première personne endosse le rôle d'un écrivain amateur, infirmier de profession, arrivé avec son ambulance sur les lieux d'un crime passionnel et se faisant raconter les faits par une Flora, la domestique du couple, en pleine crise d'hystérie. La symbolique associée à la référence médicale est évidemment intéressante. Le personnage évolue dans la réalité la plus crue et sa fonction consiste à y apporter soin et réconfort. Donc référence médicale intéressante pour donner à voir la déprédation sur les événements comme d'autant plus abominable. Car depuis le récit fragmentaire et chaotique de ce qu'il s'est passé, le personnage devient en effet narrateur et écrivain, déployant une véritable théorie de la création. Voici comment commence la nouvelle. Uno se va contando despacito las cosas, imaginándolas al principio a base de flora. Después, esa necesidad barroca de la inteligencia que la lleva a rellenar cualquier eco hasta completar su perfecta telaraña y pasar a algo nuevo. Il s'agit donc bien d'aller au réel pour assister à ce qui apparaît juste, en effet, comme de la matière de littérature, de bonnes histoires tragiques, d'ensuite voler leurs témoignages aux victimes. Flora me contó tantas cosas de su vida sin imaginarse que después yo las revisaba despacito entre dos sueños y algunas las pasaba a un cuaderno. Tout cela afin de se les raconter à soi-même avant de les écrire tout aussi égoïstement pour soi-même. A mí me gusta escribir para mí. Tengo cuadernos y cuadernos, versos y hasta una novela, pero lo que me gusta es escribir y cuando termino es cuando uno se va dejando resbalar de lado después del goce, viene el sueño y al otro día ya hay otras cosas que te golpean en la ventana. Escribir es eso, abrirles los postigos y que entren, un cuaderno detrás de otro. Yo trabajo en una clínica, no me interesa que lean lo que escribo, ni Flora ni nadie. Me gusta cuando se me acaba un cuaderno porque es como si hubiera publicado todo eso, pero no se me ocurre publicarlo. Algo golpea en la ventana y así vamos de nuevo, lo mismo una ambulancia que un nuevo cuaderno. Tout cela donc avant de passer à autre chose, c'est-à-dire de chercher sa prochaine proie dans la réalité, sa prochaine fiction pour l'imagination et les fantasmes. L'effacement de la frontière entre réalité réelle et réalité fictionnelle génère l'émergence d'un récit enchâssé, le meurtre, l'assassinat dans le cadre de la passion amoureuse, etc., dont il devient impossible de déterminer ce qu'il reste encore de et au réel, en effet piégé et dévoré méthodiquement par l'artiste araignée. L'argument justificateur sous-jacent peut se résumer de la façon suivante. Il fallait bien que le narrateur-auteur s'en charge, puisque personne d'autre, à commencer par l'incompétente et hystérique Flora, n'avait les capacités et n'était en mesure de le faire. A fortiori de hisser la réalité au rang d'histoire grandiose
certainement moins trivialement sordide qu'un banal crime lié à l'adultère. Le deuxième bloc s'achève par conséquent sur une rupture radicale entre art et réalité, plus exactement sur une exonération de l'artiste de la moindre responsabilité à l'égard de la réalité. Il semble avoir tous les droits dès lors qu'il accouchera d'une œuvre digne de ce nom. Cela posé, le troisième bloc trouve sa cohérence dans une illustration en crescendo de cette thèse. Dans une note explicative à la septième nouvelle, Clone, un narrateur à la première personne explique ainsi comment il a fait de la simple et banale anecdote de l'adultère, la continuité s'affiche sciemment ici, survenu dans un groupe de choristes amis et interprètes de madrigaux, un chef-d'œuvre splendide, inspiré thématiquement par Carlo Gesualdo, prince napolitain, compositeur de madrigaux et assassin de son époux qu'il avait surprise avec son amant, et techniquement par l'offrande musicale de Bach. Démonstration redondante par rapport à Tango de Vuelta, mais où le récit cadre a significativement disparu, comme une prothèse didactique dont nous n'aurions plus besoin. Dans la huitième nouvelle, Graffiti, tout repose sur l'ambiguïté de l'identité de la voix narrative révélée dans les dernières lignes. Il s'agit finalement non pas, comme on le croyait, du romantique récit de l'artiste homme qui laissait ses dessins sur les murs d'une ville quadrillée par la police et l'armée d'un régime totalitaire en réponse à ceux qu'il avait un jour découverts et qu'il avait fascinés d'une artiste femme en une sorte de parade amoureuse pimentée par le danger, mais celui ironique et accusateur de cette dernière, où l'on semble comprendre que pour elle, contrairement à lui, englué dans son narcissisme, il y avait d'abord un acte subversif dans cette pratique d'un street art militant, qui, significativement, se termine dans l'obscurité d'une prison pour elle, derrière les vitres protectrices d'un café pour lui, vitres protectrices à travers lesquelles il l'a vu se faire arrêter et emmener, sans bouger ni broncher. Doit-on interpréter ce retournement final comme la condamnation morale d'une certaine pratique de l'art conçue comme jeu, dans un contexte qui exigerait pourtant la participation, a fortiori quand on descend dans la rue et qu'on écrit sur les murs de la rue. Le troisième bloc a-t-il, en somme, vocation à dresser des portraits d'artistes contre-exemplaires dans leur appréhension et instrumentalisation de la réalité, et par le jeu des continuités, tous ceux qui avaient peuplé le bloc 2. C'est effectivement ce qu'il semble falloir en conclure à la lecture de la neuvième nouvelle, Historias que me cuento, à interpréter comme une caricature de ce qui précède, puisque cette fois, le récit que le narrateur se raconte à lui-même, quand il dort seul, ou quand sa femme a plongé dans le sommeil avant lui et que donc il s'ennuie dans le lit conjugal, n'a guère plus de valeur que le scénario d'un film pornographique basique où il s'imagine en camionneur viril, sillonnant les routes et prenant à son bord de jeunes et jolies autostoppeuses pour divers ébats sexuels. La justification de l'hyper-esthétisation qui ferait en quelque sorte de fait œuvre, avec les exonérations que cela suppose parce que l'art aurait tous les droits, masquant en réalité de pitoyables fantasmes. Et à travers cette nouvelle et la lecture que nous en donnons, on voit clairement apparaître une continuité tissée avec le premier bloc via le lien avec Orientación de los Gatos, qui, finalement, c'est-à-dire derrière le vernis culturo-intellectuel, ne parlait pas d'autre chose que d'ennui dans la réalité, dans la routine conjugale, et de la nécessité de fantasmer l'autre sur l'autre. La condamnation des représentations proposées dans le premier bloc se renforcerait d'autant plus à présent par le biais de ce maillage et, à bien y regarder, de toute une série d'autres. Par exemple, le motif de l'araignée dans Historia con migalas et Tango de Vuelta, insoupçonné au départ, en particulier dans la singularisation entre les narrateurs à la première personne du singulier, à la troisième personne du singulier et à la deuxième du pluriel, qui aggloméreraient des nouvelles entre elles au-delà de leur position dans le recueil et de la linéarité classique de la lecture, a fortiori coordonnée par la suite 1, 2, 3. Jusque-là donc, Queremos tanto a Glenda, un volume publié alors que Cortázar était dans ce que la critique a désigné comme sa période engagée, celle d'un supposé éveil brutal et finalement d'une conscientisation active à la réalité sociale, politique et historique, dresserait une galerie en trois triptyques, continus et complémentaires, de contre-modéliques artistes et destinataires de l'art,
pour tracer progressivement les contours par antonymie de nouveaux modèles. Au détail près de taille que justement l'anthologie ne présente pas la continuité d'un triple triptyque, trois parties composées chacune de trois nouvelles, mais deux triptyques et un quadriptyque. La dernière nouvelle de la dernière partie, Anillo de Moebius, semble créer une abrupte discontinuité en brisant l'équilibre de l'ensemble. Ce qui incite d'autant plus à se demander si l'obsessionnel questionnement sur le rapport entre art et réalité y est également présent et le cas échéant comment, pour parachever la démonstration ou la contredire. Pour ce qui est de la diégèse, elle s'accroche sans ambiguïté au fil tendu depuis le début, de façon particulièrement étroite avec Tango de Vuelta et la nouvelle qui précède immédiatement Historias que me cuento. Un narrateur s'y raconte, avec force détails crus et une infinie complaisance, la tragédie de Jeannette, une jeune touriste anglaise en vacances en France, violée, puis tuée par Robert, un vagabond. Le tout s'achevant par l'arrestation de l'homme, sa condamnation à mort, et finalement non pas son exécution, mais son suicide. Parce qu'alors qu'il attend entre les murs de sa prison, l'esprit de sa victime vient le hanter, l'appeler à elle pour qu'il vienne la rejoindre et que leurs âmes fusionnent dans l'amour. Grandiloquent final, ahí seguramente alguna vez al término del tibio balanceo en olas cristales, una mano alcanzaría la mano de Jeannette, sería, al fin, la mano de Robert. Grandiloquent final, qu'une appréhension dans la continuité des 9 autres nouvelles donne, semble-t-il, nécessairement à lire au second degré, comme une parodie cruelle d'une de ces histoires déplorables que l'on se raconte à soi-même, avec les ingrédients d'une monstruosité des personnages finalement relative en rapport avec celle, exponentielle, de qui raconte et écrit. Les premières lignes du texte disent clairement le positionnement et l'intention du narrateur, littéralement la prise de possession de l'histoire de cette femme. Elle devient sa chose à lui, avec une écriture qui d'une certaine façon mimétise le futur viol. Jeannette pasaba como una mancha rubia, un tintineo de metal, el pelo largo ofrecido al aire que su cuerpo rompía y alteraba, liviano mascarrón de proa hundiendo los pies en el blanco ceder alternado de los pedales, recibiendo en la blusa la mano de la brisa apretándole los senos, doble caricia dentro del doble desfile de troncos, etc., etc. Et une argumentation que l'on peut résumer de la manière suivante. Vierge, Jeannette a résisté à Robert, parce qu'élevée dans un collège religieux puritain et effrayée par les récits fantasmatiques de ses amis au sujet de la sexualité, elle n'aurait pas compris que les intentions de l'homme n'étaient pas mauvaises, d'un homme trop rudimentaire intellectuellement, trop malmené par une vie d'exclusion et de privation pour pouvoir s'exprimer. Donc qu'il n'y avait pas de mauvaise intention de la part de Robert. Ce qu'elle découvre, quand son âme achève un processus de nettoyage, de déconditionnement, on parle d'étapes successives depuis elle est stado cubo. Nettoyage, déconditionnement de ses savoirs et croyances héritées. C'est que Robert l'aimait et ne l'a pas violée et ne l'a violée, pardon, que parce qu'elle a résisté et in fine, elle n'aspire qu'à une chose, rejouer la scène en étant à présent prête pour lui. Le scénario femme violée tombant amoureuse de son violeur et se comportant telle une chienne en chaleur jusqu'à ce qu'elle parvienne à le ramener à elle pour qu'il la possède enfin comme il se doit, paraît effectivement constituer la pièce maîtresse d'un édifice argumentatif destiné à condamner la tentation de l'abstraction hors du réel, car elle ne pourrait conduire qu'à des déprédations de plus en plus abominables contre la réalité. La position de texte surnuméraire de Anillo de Moebius ne servirait qu'à renforcer l'impact de cette conclusion et assurerait solidement sa portée à l'ensemble du recueil, avec la référence à cet anneau de Moebius qui rattacherait la dernière nouvelle à la première. Tandis que le narrateur de Orientación de los Gatos ne s'accommodait pas, ne s'accommodait plus de la seule réalité de sa femme, Alana, qu'il éliminait progressivement au bénéfice de son seul fantasme d'elle,
mirándola escuchar nuestros discos, una transparencia paulatina me ahondaba en ella, la música la desnudaba de una manera diferente, la volvía cada vez más Alana, porque Alana no podía ser solamente esa mujer, que siempre me había mirado de lleno sin ocultarme nada. Contra Alana, más allá de Alana, yo la buscaba para amarla mejor. Donc, tandis que le narrateur de Orientación de los Gatos ne s'accommodait à l'évidence plus de la seule réalité de sa femme, le narrateur de Anio de Moebius ne semble pas pouvoir s'en tenir à la seule réalité des événements qui ont conduit à l'assassinat de Jeannette tel qu'il fut raconté dans les journaux de l'époque. Car en l'occurrence, la différence entre les deux nouvelles tient à ce que la seconde s'appuie sur des faits bien réels. Jeannette Marshall, une institutrice britannique pratiquant le cyclotourisme en France au cours de l'été 1955, fut tuée le 28 août par Robert Avril, un vagabond qui, au moment de son passage aux aveux, raconta avoir étranglé la jeune femme avec une cordelette parce qu'elle repoussait ses avances. Tandis que dans un cas, le féminicide demeure à l'état de fantasme, dans Orientación de los Gatos, depuis une matière strictement fictionnelle, dans l'autre, la matière est bien strictement réelle et devient l'objet d'un fantasme atroce. Dans un cas comme dans l'autre, avec toujours le même argument cautionnant, l'amour. C'est parce qu'ils aimaient et même voulaient aimer encore plus que ces hommes ont tué, symboliquement et concrètement, une femme. La boucle paraît bouclée, avec une argumentation certes extrême, mais justifiée, eu égard, pense-t-on, à la nature et à l'intensité de la condamnation formulée. Et c'est là que mon cours d'agrégation s'arrête. À ceci près que Anio de Moebius affiche en exergue un paratexte octorial clairement établi comme tel, avec le retrait à droite, le recours à l'italique et une citation d'un auteur tiers. Donc clairement établi comme tel et fort troublant. Il y a d'abord ce in memoriam, J-M-I-R-A, qui laisse entendre qu'il s'agit de rendre hommage à la victime, certes, mais aussi à son bourreau. Et il y a ensuite le fragment du premier roman de l'écrivaine Clarice Lispector, Près du cœur sauvage. Imposible explicarlo. Se iba apartando de aquella zona donde las cosas tienen forma fija y aristas, donde todo tiene un nombre sólido e inmutable, cada vez ahondaba más en la región líquida, quieta e insondable, donde se detenían nieblas vagas y frescas como las de la madrugada. Donc citation en exergue qui laisse clairement entendre qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas et que donc elles ne se jugent pas. Elles se trouvent en quelque sorte par-delà bien et mal. La déduction s'impose. La nouvelle à lire devient une illustration de cette thèse de celui qui devient une instance narrateur-auteur, et il faut bien et bien la lire au pied de la lettre, au premier degré. Le passage par le viol était une nécessité absolue pour que Jeannette soit rendue à elle-même, à sa véritable nature, et Robert n'a été qu'un instrument mis à son service pour son bien. Là, nous sommes davantage que troublés, a fortiori si l'on précise, entre autres distorsions coupables, que l'auteur a justement ajouté la circonstance du viol à l'histoire de sa Jeannette de littérature. Dans la réalité, Robert Avril l'avait violentée et tuée, mais pas violée. Dans la réalité, Robert n'a pas été condamné à mort, mais à la prison à vie, et ne s'est pas suicidé, mais est mort de sa vie de vieillesse. Dans la réalité, Jeannette n'avait pas 19 ans, mais 29. Robert n'avait pas 25 ans, mais 43. Évidemment, tout cela est plus crédible pour évoquer une longue description, à travers une longue description, la splendide virginité de Jeannette déflorée au cours d'un viol. Plus crédible et certainement plus sexy. Troublé, mais finalement peu étonné, quand on se souvient d'une autre continuité, celle du viol, symbolique et concret, toujours bienfaisant, tissé entre les œuvres de Cortázar, bien au-delà du seul Queremos tanto a Glenda. Entre autres exemples, on peut mentionner Rayuela, la nouvelle Siestas de Último Round, la nouvelle Las Armas Secretas du recueil éponyme, et évidemment Libro de Manuel. Vous vous souvenez que Andrés Favat viole Francine et
Algo nuevo nacía en su llanto, el descubrimiento de que no era insoportable, que no la estaba violando, aunque se negara y suplicara, que mi placer tenía un límite ahí donde empezaba el suyo, y precisamente por eso la obstinación en negármelo, en rabiosamente arrancarse de mí y desmentir lo que estaba sintiendo. La culpa, mamá, tanta hostia, tanta ortodoxia. Si l'on se rend à l'évidence, si je me rends à l'évidence, c'est-à-dire en refusant de faire de la dénégation, ou comme c'est presque systématiquement le cas des lecteurs et lectrices, des critiques hommes et femmes, y compris féministes, c'est l'objet de ma conférence à Grenade, en refusant de donner à l'auteur l'absolution parce que son talent surpasse toute considération morale et éthique, cette 10e nouvelle remet en cause l'ensemble du système d'interprétation que semblait construire la continuité dans Queremos tanto a Glenda. Elle se retrouve paradoxalement renforcée dans une démarche systématique d'auto-justification, d'auto-légitimation et même d'auto-exaltation des artistes et des spectateurs artistes. La réalité quotidienne, dans la sphère privée et publique, n'étant guère intéressante, il faut bien que l'artiste, professionnel ou amateur, l'enchante pour pouvoir l'aimer. Il faut bien qu'il en fasse l'objet d'un travail extrême, le viol et la violence, pour la sortir d'elle-même, la révéler à elle-même, par-delà sa banalité et sa sordidité. Désastreuse discontinuité, continuité et rétrocontinuité, en effet, car Queremos tanto a Glenda propose bien, à travers une infinité de jeux d'écho, des combinaisons démultipliées pour rapprocher les textes entre eux, d'une manière ou d'une autre, soit pratiquement 370 000 versions possibles de l'anthologie, amusante et stimulante, mais inutile finalement, elles disent toutes la même chose, cette même chose monstrueuse. Justement, tout cela relève du fantasme intellectuel et créatif qui, ne s'embarrassant pas des détails, fait allègrement fi de la réalité réelle, puisque l'important est, semble-t-il, d'observer le geste de l'artiste et d'intégrer le club des privilégiés qui l'aiment tant. Je vous remercie. Merci Caroline, hein, pour cette très belle démonstration qui remet un petit peu dans une autre place l'auteur finalement. Et je vais laisser la parole aux spécialistes, aux américanistes dans un premier temps, et à ceux qui ont préparé le programme de l'agrégation. J'imagine que vous avez plein de choses à dire. Françoise? Bon, alors j'ai adoré cette démonstration, cette lecture engagée, militante, hein, on peut dire, d'une personne très grande spécialiste du décortiquage du texte, hein, parce que c'est ça, c'était vraiment passionnant. Donc on a l'impression en fait que tout n'est que métafictionnel, hein, que tout texte, dans Cortázar et dans ce volume en particulier, n'est qu'une mise en abîme de qu'est-ce qu'écrire. C'est un peu ce que tu as démontré. Mais enfin, très brillamment, et moi je suis tout à fait d'accord parce que je crois que c'est ça. Et quand tu dis que le texte ne raconte pas, mais le texte fait, là on est vraiment en plein dedans. C'est très barthésien comme idée, mais c'est vrai, c'est une très belle démonstration. Mais en même temps, ça ne retire rien au plaisir naïf et premier et candide de la lecture. C'est ça qui est formidable. Parce que moi j'ai relu les nouvelles, pas toutes, et j'ai trouvé beaucoup de plaisir. Et c'est vrai qu'il y a une interrogation sur qu'est-ce qu'écrire, qu'est-ce qu'un texte, qu'est-ce qu'un écrivain. Et il y a la mise à mort constante. La mort est dans tous les textes, hein. Ça peut être le thriller. Donc il y a effectivement un rapport presque physique avec le texte, hein, dans tous les textes. L'acte d'écrire va passer par un crime, d'une certaine façon, par la mort. Et donc vraiment, c'est formidable. Et on a envie de relire parce que les nouvelles sont quand même très passionnantes. Au-delà de ce décortiquage très brillant, c'est vraiment un très grand écrivain. Et ça vieillit pas du tout, hein. Moi, j'ai relu ça avec un grand plaisir. C'est très bien. Mais merci beaucoup, Caroline. Écoute, merci Françoise. Alors, Ah, une d'autres petite questions? question. Non, sur la nouvelle, là, tu as parlé de Clarice Lispector, mais il y a une autre nouvelle où il y a une citation, il y a Tango de Vuelta, Marcel Bélanger.
Dans Tango de Vuelta, Attends, je me la rappelle pas, je t'avoue. Attends, Tango de Vuelta, c'est page combien? alors moi j'ai l'édition, la grosse, Ah, là, 81. 395, mais 81. Ouais. où on dit, le hasard meurtrier se dresse au coin de la première rue, au retour, leur couteau attend. Qui est Marcel Bélanger? Alors, je t'avoue que je me le rappelle pas du tout. Alors, est-ce que c'est pas une invention de Cortázar, ça? Non, je crois pas, mais à Là, mon je avis. viens de chercher et je trouve pas. Je vois un Marcel Bélanger qui est né en 1943, c'est pas lui. Ça, ça- c'est très joli en plus. Au retour, leur couteau attend. Mhm. Mais je suppose que Julien, à mon avis, Julien ou Pénélope doivent se rappeler, eux, ils Ouais, sont... qui est Marcel Bélanger? Tu connais? Julien, tu te le Micro, rappelles? micro, Micro, Julien. micro. Ouais, Julien, il faut que tu mettes ton Ah, micro. voilà, Voilà. je n'ai pas une mémoire si vive que ça. Je vais chercher dans mes archives, je vais Ouais. voir si je retrouve ça, mais Alors, Olga, peut-être, j'aperçois Olga. Je t'avais pas vu passer avec ton... je regarde dans mes archives de cours, dans mes Ok. documents. Madame Lobo. Oui, bonjour. Bah, félicitations Caroline, hein. C'est toujours passionnant de t'écouter et cette maîtrise de l'analyse textuelle, c'est époustouflant. Alors, je me souviens plus, mais je l'ai cherché. C'est un Hein. écrivain canadien, il me semble, et j'ai un doute si ça n'a pas un rapport avec Carol Dunlop, qui était Ah, ma tu crois? avant de rencontrer Julio. Donc, mais je vais chercher ça parce que si je le trouve, je vous confirme, mais il me semble que c'était ça, mais je ne suis pas certaine. Donc, Françoise, to be continued, hein. On te complétera l'information parce que là, Yann, je sais Oui, pas. merci. Oui, oui, parce que c'est intéressant, quoi. Oui. Et je profite que j'ai la parole au-delà de te féliciter, Caroline, parce que c'est vraiment une lecture tellement minutieuse et juste qui s'est complémentaire très bien avec. Je profite pour faire un peu la publicité de mon livre qui va paraître aux presses universitaires de Rennes normalement l'année prochaine. Elle est en édition. Et donc, je travaille en partie, enfin, je travaille sur le Cortázar justement engagé. Et j'essaie d'analyser ces œuvres de la période 70 au prisme de ces engagements, justement. Voir comment non pas pour établir des causes-effets entre les contextes et les textes, mais voir comment les textes sont traversés aussi par tout ce qu'il fait. Et en travaillant dans les archives Aurora Bernardes, donc, qui sont à Alfaguara. Et j'ai trouvé ce qui en valide en rien toute cette continuité discutée, au contraire. J'ai trouvé qu'au moment où il est en train d'écrire Glenda, enfin il écrit par-ci par-là, il ne les conçoit pas comme un tout, au moment de les ordonner plutôt, il est en train de préparer une édition pour Alliance éditoriale, que vous connaissez certainement, hein, et de tous ces nouvelles. Et donc il les met en catégorie. Donc, il y a 4 livres, Rite, Jeu, Passage, Là-bas et Maintenant. Et chaque tome, Rite, Jeu, Passage, Là-bas et Maintenant, ils ont marqué d'un 1, 2, 3, 4. Mm. Et donc, c'est au moment où il est en train enfin, grouper ces nouvelles pour Queremos tanto a Glenn, qu'il, je pense, décide de mettre un, 2, 3. Mm. Je pense qu'il y a aussi, mais ça a tout à fait à voir avec ce que tu as dit, notamment à la fin. C'est-à-dire qu'il y a tout un jeu de intratextualité avec ces textes et avec ces nouvelles en général qu'il met en jeu aussi pour Queremos tanto a Glenn, hein. Il parle de progression diagonale entre les nouvelles. Donc, Mm. t'as vu vraiment juste et encore merci, hein, parce Non, que mais c'était... parce que la spécialiste de Cortázar, c'est toi, hein. Non, mais... Oui, mais on a beaucoup discuté à propos de Queremos Santa Glenda et c'est Oh, vrai. on a eu le temps, ouais. Ouais. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Marie? Dis-moi. Oui. Merci beaucoup Caroline. Enfin, j'abonde dans le sens de tout le monde pour dire que c'était passionnant. Et justement, toute cette réflexion sur la réalité, ça m'a beaucoup interpellée puisque j'ai travaillé dessus dans ma thèse en essayant un petit peu de typologiser tout ça. Et j'avais deux questions pour toi. À un moment, alors tu l'as dit un peu façon détail, tu as parlé des cauchemars comme d'une surréalité. Et je me demandais pourquoi spécialement surréalité. J'avais vu ça plutôt comme une endoréalité dans ma thèse. Et donc je me demandais comment on pouvait éventuellement coupler les deux notions. Et après, la deuxième question, alors je n'ai malheureusement pas préparé l'agrégation sur Cortázar, donc je suis un peu ignorante de ce... T'aurais pu être parfaite, mais t'es juste pas mal. Attends, Oui, on peut peut-être régler la première question. oui, 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 absolument. Comment tu entends endo-réalité? Eh ben, simplement une réalité qui est produite à l'intérieur d'un individu, mais qui finalement va pas au-delà de sa barrière individuelle. Ouais. Bon, enfin, ce qui compte dans les deux, quelle que soit l'étiquette qu'on y met, c'est l'idée du dépassement, tu vois, de sortir de la réalité réelle au sens de réalité quotidienne. Je pense que c'est dans ce sens-là. D'accord, ok, ouais. Dépassement, si tu veux. Ok, bah merci déjà. Et donc dans cette idée de surréalité ou de un petit peu de para-réalité aussi, comme tu as parlé des fantasmes, je me demandais si dans le recueil de nouvelles, les fantasmes justement pouvaient éventuellement aller jusqu'à l'hallucination à un point où on ne se rend plus compte que c'est du fantasme et que ça se concrétise presque ou au moins mentalement chez certains personnages. Ah ben, c'est tout le sens de la gradation des nouvelles dans la troisième partie. C'est-à-dire que progressivement, ça envahit tellement la psyché du personnage qu'en fait, il n'y a même plus de récit cadre. C'est-à-dire que Mm. plus la réalité, leur réalité, et à l'intérieur, il y a l'histoire ce qui se raconte, le fantasme de réalité, l'autoscénographie, etc. Mais justement, on a enlevé l'étais, si tu veux, tu vois, l'échafaudage, Mhm. et il Ouais. reste plus qu'une réalité de fantasme qui a pris le pas sur tout le reste. Et en fait, ça va crescendo dans l'intensité, dans l'envahissement de cette Mhm. réalité imaginaire, etc. Et c'est là qu'on croit qu'il y a une démonstration par, bah, en fait, plus ça va loin, plus c'est monstrueux, plus il y a de déprédation sur la réalité. Et que donc tu penses que c'est une condamnation qui montre que si on se laisse Mhm. aller vers cette pente-là, on deviendra le monstre de Agnéo de Moebius. Donc ça semble aller dans le bon sens, si tu veux, une démonstration par l'extrême. En réalité, je répète, il faut prendre les choses au pied de la lettre. Et c'est ce que j'ai découvert. Parce que moi, je vous l'ai dit au début, c'est-à-dire cet article m'a moins intéressé en tant qu'article, parce que pour un universitaire, une vieille mémère comme moi, c'est jamais qu'un énième article. En revanche, j'avoue que la confrontation entre mon cours d'agrég et la conférence a été un choc, un réveil. Et théoriquement, c'est pendant l'HDR qu'on fait ça. Mais l'HDR étant devenu un exercice aussi académique, en réalité, ben, il y a ces moments dans la carrière d'un chercheur de prise de conscience d'un certain nombre de Mhm. choses. Et c'est vrai que je dirais de manière plus prudente maintenant que ce qui compte, c'est pas ce que le texte dit, mais ce que le texte fait. Et je me rappellerai de temps en temps, je l'écrirai dessus de mon lit, ne te dispense pas complètement non plus de t'inquiéter, je dis bien t'inquiéter, pas simplement t'intéresser à ce que le Mhm. texte dit. Parce que là, moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu voir ce que le texte dit parce que j'étais affairée à m'intéresser à ce qu'il faisait. Or, il fait des choses qui sont extrêmement intéressantes et sexy pour le coup. Voilà, donc ben, je me le sers à moi-même et je ne l'oublierai plus. Merci beaucoup. Oui, Clémentine. Euh, Moi aussi, j'ai été absolument éblouie par le travail de Caroline et par cette espèce, la façon dont elle a charpenté dialectiquement sa progression entre ce qui est la réalité et puis le jeu littéraire, fictionnel qui est fait par celui qui écrit. Et
Donc, ce recueil, je n'ai pas donné de cours dessus, mais j'ai eu l'occasion de le lire au moment où il a été mis au concours et de lire le travail qui avait été fait par le collègue de l'époque pour les étudiants. Et il y avait une nouvelle qui m'avait particulièrement absorbée, m'empêchant un peu de lire le recueil l'anthologie ou le recueil dans sa globalité. C'est ce texte dont Caroline a parlé, où ces deux femmes sont à la Martinique, l'une a tué son mari, et si je me souviens bien, il y a un élément de cette nouvelle, tu me diras, Caroline, si j'ai mal retenu ou pas, il y a une mygale. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mm. Cette espèce de d'araignée, Ouais. euh, grosse araignée velue, dont la morsure peut être mortelle. Et je m'étais dit que c'est là que j'avais compris que la nouvelle était progressivement envahie par une supra-réalité dont tu as parlé dans ton commentaire. Et je me suis demandé en t'écoutant euh, la, la façon brillante dont tu as attrapé le texte, je me suis demandé si Cortázar, qui à cette époque-là était dans une période, dont tu as rappelé que c'était une période d'engagement. Est-ce que c'était pas pour lui une façon justement de ne pas trop être euh, défini comme un écrivain trop engagé? Et est-ce qu'il ne fallait pas donc justement que ce travail sur la supraréalité, sur des symboles qui apparaissent dans le texte, pour moi, l'amigale est un symbole. Hein. Est-ce que c'était pas pour lui d'être justement dans une sorte d'entre-deux, ne pas être uniquement un écrivain de l'engagement, mais un écrivain qui reste quand même accroché à ce que doit faire un écrivain, c'est-à-dire faire de la réalité une fiction. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Ici, j'ai bien compris ce que tu veux dire et pour le coup, moi, je ne sais, je suis pas sûre. Je ne sais pas. C'est-à-dire, ma thèse jusque-là, c'était Garcia Marquez. Désolée, en ce moment, c'est un peu l'obsession marquésienne. Euh, Cortázar, euh, mon idée, c'était qu'il voulait faire de la littérature engagée et qu'il le faisait à travers cette réflexion sur le positionnement que l'artiste devait avoir ou ne devait pas avoir dans son rapport avec le réel et ce qu'il devait faire de la réalité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il se serait affranchi d'une réflexion directe à partir des faits, les représenter de manière littérale, et une espèce d'hyper-réalisme, des scènes de torture, etc. Contourner cette chose-là pour, depuis la position artiste faisant une création, réfléchir à la notion d'engagement dans son moyen d'expression qui est le sien, c'est-à-dire l'art. Tu vois, c'est-à-dire, de mon point de vue, il faisait la convergence entre les deux. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre l'art au service de gna gna, je vais, depuis art, réfléchir à art et politique, art et histoire, art et société. Voilà, c'est comme ça que moi, je pensais qu'on pouvait inscrire Queremos tanto a Glenda dans cette période d'engagement. Parce que c'est vrai que au premier abord, quand tu lis Queremos tanto a Glenda, d'abord, c'est quand même assez difficile à interpréter. Alors, je ne sais pas, peut-être que les autres, mes collègues, vous avez lu ça comme une promenade de santé. Je ne crois pas que le sens se livre à la première lecture. Bon. Et d'autre part, quand on dit ça relève de la période d'engagement, on se dit mais où est l'engagement dans tout ça? Alors tu as bien euh, texto en una libreta de manière hyper métaphorique, tu as bien recortes de prensa qui est direct, tu as bien graffiti qui est direct, mais tous les autres, orientation de los gatos, etc., tu te dis quel est le lien? Donc en fait le lien, j'ai envie de dire, il est presque par défaut. C'est-à-dire, cette absence a plus de sens que si c'était présent. Bon. Et comme progressivement, tu te rends compte qu'il y a des scénographies autour de les consommateurs de l'art, les créateurs et tout ça, tu te dis très bien. Donc là, il a fait la convergence entre je suis un artiste qui veut s'engager, mais quelle est la capacité de l'artiste à faire de la littérature engagée? Ça suppose de modifier son rapport au réel et une espèce de... Voilà, c'est pour ça que
je ne sais plus qui disait donc, ah oui, c'est Françoise qui disait donc, en gros, on en déduit que tout ça, c'est méta littéraire, métatextuel, etc. Bah, effectivement, c'est réflexion sur art, réalité et engagement. Et de mon point de vue, le fait que dans Historia Comigalas, on soit le plus loin de ce qui apparaît comme l'engagement, c'était ben, que donne un monde où on se met complètement en retrait de la réalité réelle. Tu vois, parce que même cette Martinique de Historia Comigala, c'est, enfin, je veux dire, c'est une étiquette. C'est pas une Martinique réelle. C'est une construction, c'est un décor. Voilà. Donc pour moi, c'était le bout du bout, si tu veux, de l'abstraction. Et qui déjà était une démonstration politique de quelles sont les conséquences de l'abstraction. Voilà. Après, voilà, ça c'était ma thèse. Et en fait, ma thèse, maintenant, après avoir réfléchi plus attentivement et depuis cette question de l'excès, je pense que Cortázar se donne la caution de l'artiste ne s'engage pas pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas fait pour, il n'est pas adapté pour. Et heureusement qu'il ne le fait pas parce que quand il fait n'importe quoi. Mhm. Exemple, recortes de prensa. Mhm. Voilà. Je pense que c'est vraiment une auto-justification. Merci, j'ai bien compris. Merci à toi. En tous les cas, merci encore parce que ça m'a ouvert des perspectives sur ces nouvelles que j'ai envie de relire. Bah écoute, J'ai vu que David avait levé une petite main. Merci beaucoup, Caroline. Bah, enfin, c'était vraiment passionnant. Et bon, bah, moi, personnellement, ça me rappelle des souvenirs de préparation à l'agrégation, justement. Donc, ça tu fais assuré par partie. Olga, justement. Donc, voilà, je suis Olga sur ça. Et j'avais donc deux questions à ce propos. Une plus centrée sur un texte qui, moi, bon, c'est le texte de ce recueil que j'ai adoré, c'est Orientación de los Gatos. Ah, Et une question plus macro aussi, ensuite. Pour Orientación de los Gatos, bon, tu me corriges si je me trompe, mais je me souviens qu'à la fin, on pouvait analyser le texte de deux manières. C'est-à-dire, est-ce que Alan a rentré, je crois, dans le tableau, ou est-ce elle en était exclue, ou c'était avec le chat. Je sais plus. Est-ce que le chat était dans le tableau, ou est-ce que c'était Alan, hein. Je voulais savoir comment toi, tu le voyais ça par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire cette continuité, on va dire, de la réalité qui continue dans l'art, d'une certaine manière, qui rentre dans le tableau, mais qui change ou pas. Et la deuxième question, c'était une question plus macro, on va dire. C'était comment tu voyais ce rapport que tu as très bien montré donc avec l'art et la réalité. Comment tu voyais le fantastique là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que le fantastique apporte une discontinuité ou est-ce que c'est une continuité de la réalité sous d'autres moyens, on va dire? Parce que Cortázar a fait un nouveau fantastique d'une certaine manière pour ce recueil. Comment tu le voyais? Est-ce que c'est une continuité sous d'autres, on va dire, sous d'autres motifs ou est-ce que tu vois vraiment une rupture mhm. partielle ou pas? Alors, je pense que pour la deuxième question, Mme Lobo sera plus à même de te répondre, mais je t'apporterai ma réponse. Euh, alors, pour Orientación de los Gatos, je pense que ce qui est important de prendre en compte, c'est le fait que ce que fait Alana, ce que pense Alana, en réalité, on ne le sait pas. Ça, c'est très important parce qu'on ne le voit pas à la première lecture. En réalité, c'est juste ce qu'il dit qu'elle pense, ce qu'il dit qu'elle fait, ce qu'il dit qu'elle. Voilà. Donc concrètement, ce qu'elle voit sur ce tableau, on ne le sait pas. Voilà. Simplement, nous, ce qu'on sait, c'est que lui, il dit qu'elle voit ça et qu'elle disparaît dans le tableau. Et pourquoi elle disparaît dans le tableau? En fait, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose? Ça veut dire tout simplement que progressivement, en la traduisant en langage artistique, en la traduisant en langage musical, en la traduisant en langage pictural, en réalité, elle a perdu de sa substance dans la réalité. Et que là, il y a une espèce de dissolution, de fusion entre réalité et art. Et si tu veux, c'est simplement l'idée du cadre, c'est le seuil. C'est-à-dire que cette fois, elle est sortie du champ de la réalité, elle n'est plus Alana. Il dit bien, más allá de Alana, contra Alana. Ça veut dire qu'il s'agit de faire disparaître la réalité Alana au bénéfice du fantasme Alana. Et donc, elle disparaît dans le cadre, ça veut dire, bah, en fait, elle s'efface, elle n'existe plus dans le réel. Elle ne peut plus exister dans le réel. Donc, de mon point de vue, c'est ça le passage. Je ne pense pas qu'elle fusionne avec le cadre. Elle disparaît dedans. Elle est absorbée par. Mais le cadre comme représentation du regard qui porte sur le réel, quoi. Comme une espèce de traduction, d'évoration, en fait. Tu vois? Voilà. Mhm. Euh, alors, pour ce qui est du fantastique, moi, je le vois principalement dans comme Texto en una libreta. Mhm. Et là, c'est plus une démonstration pour disant que la réalité
social, politique est devenu tellement abominable que ce qui est censé être le réel, il y a eu une telle distorsion que la réalité réelle devient une réalité, une surréalité, une réalité fantastique. Donc, si tu veux, c'est moins pour la petite porte qui passe vers l'autre strate du réel, etc. C'est qu'il y a eu un renversement. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la littérature est moins imaginative, moins incroyable, moins sûre, moins supra, moins truc que la réalité. C'est-à-dire, la réalité est devenue un monde de cauchemars, le dessous, les tréfonds, la fameuse catabase, etc., etc. Donc là, je pense qu'il le récupère pour montrer finalement ce qu'est devenu la réalité réelle, faute. Bah, c'est un peu la suite de la continuité avec Continuidad de los Parques, quoi. C'est-à-dire, à défaut que tu t'occupes de ta femme, quelqu'un s'en occupera à ta place. À défaut que tu t'occupes de la littérature, quelqu'un s'en occupera à ta place. Tu vois, c'est un peu le même principe. Et en tout cas, c'était comme ça que je lisais la chose. C'est-à-dire, ni les spectateurs de l'art, ni les artistes ne s'occupant de la littérature, elle a été prise en main par quelqu'un d'autre qui a complètement transformé la réalité en cette chose fantastique. Voilà. Et paradoxalement, il s'agirait que l'écrivain remette de la réalité dans la réalité fantastique. Tu vois? Sauf que, alors je voulais pas trop m'étendre, mais sauf que la nouvelle se termine de nouveau dans un café comme dans Graffiti, comme dans Queremos tanto a Glenda, hein, ces espaces clos intermédiaires entre la rue et la maison, où on est au chaud pour fantasmer, se raconter des histoires, etc., etc. Alors l'écrivain, il a beau dire, bon, peut-être que demain je retournerai dans le métro, concrètement, il est assis à une table et il commence à prendre ses petites notes dans son carnet. Et le processus créatif commence. Voilà. Et d'autant que tu as vu que quand il est allé dans le métro, une des rares choses qu'il ait retenues, c'est la conversation téléphonique d'une bonne femme à propos d'un perroquet, d'un machin comme ça. Bref, une petite anecdote de littérature, j'ai envie de dire. Et tout va commencer avec ça et probablement se terminer avec ça. Donc, je sais pas, Olga, la grande cortázarienne. Parce que vous avez vu, elle dit pas Cortázar, elle dit Julio. Tu sens tout de suite le Julio, hein. Oui, j'ai effectivement, c'est Julito même. Julito. C'est Julito même. Non, et Françoise, j'ai noté que avant de répondre à David, enfin de répondre, la question ne m'a pas été posée, mais comme Caroline m'invite à le faire, je le fais volontiers. Le Marcel Bélanger, la citation, c'est d'un livre des poèmes qui s'appelle Infra Noir de 1978. Et en fait, ils étaient ensemble dans une rencontre d'écrivains au Québec. C'est là où ils rencontrent Carole et il y avait apparemment aussi le Marcel Bélanger. Mais ce qui est intéressant, et ça rejoint ce que dit Caroline, c'est que il y a il sème de pistes, mais en même temps, il les brouille tout le temps parce qu'il pourrait être plus précis, par exemple, pour euh, la dédicace enfin, in memoriam d'Anillo de Moebius, il aurait pu mettre les noms complets, hein, ça aurait été moins troublant que les initiales, par exemple. Mais enfin, il y a tout un brouillage des pistes tout au long de... Ça fait partie du jeu, quoi. Oui, exactement. Un jeu et un jeu, oui. Il y a des citations qui sont textuelles dans Historias Migalas, par exemple, mais qui ne mentionnent pas. Il y a d'autres qui sont évoqués, comme Lorca, par exemple, comme il avait très bien étudié Julien, mais il y a d'autres citations exactes il n'y a aucune référence directe qu'on puisse imaginer en tant que lecteur comme ça, naïf. Et effectivement, c'est un jeu constant passionnant pour les spécialistes, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Certaines pistes sont brouillées justement pour permettre une lecture où on peut multiplier les interprétations.
bon, on en parlera, Caroline, parce qu'on a un article à faire Mm, aussi. mm, Mais Testo en una libreta, par exemple, j'ai vu également dans les archives, il reprend une nouvelle de 1949 qu'il avait écrit et c'est signé de sa main. Je l'ai relu de façon comparée et ce qui saute aux yeux, c'est justement tout ce qu'il efface pour pas qu'on puisse faire une lecture autobiographique, par exemple. mm, Une série de références dans le texte de 1949 où clairement c'est Cortázar qui se cache derrière. Alors tout ça, il l'efface justement pour rendre la nouvelle euh, non seulement plus ouverte d'un point de vue d'interprétation, mais aussi dans l'économie des Glenda, elle fonctionne effectivement comme une possible dénonciation de la dictature de Videla, même si elle se passe dans les années 49-50. Donc, tous ces brouillages des pistes, c'est ça qui rend les nouvelles fascinantes, parce que du coup, il y a des lectures qui se multiplient. Et il joue à ça, justement, à pas trop faire plaisir ou au contraire, oui, parce que le lecteur avisé, il va aller chercher, attends, c'est quoi la référence, etc. Tandis que le lecteur, tout simplement pour plaisir, va trouver ces plaisirs-là aussi en les lisant. Dont les lectures sont multipliées. Et effectivement, à cette période-là, il y a ces questionnements sur l'engagement mm. et, et le rapport au réel. Et toute la décennie, en fait, dans tous les textes théoriques aussi, il s'acharne à montrer que le rôle de l'écrivain, c'est d'écrire malgré toutes les injonctions qui viennent de l'extérieur, et notamment la période cubaine qui a été très douloureuse pour lui. Donc, effectivement, ça se retrouve là. Et par rapport au fantastique, je ne sais plus si on avait parlé en cours, mais c'était là. Il y a une évolution, effectivement, dans les fantastiques cortésariens à cette période-là, où, comme dit Caroline, mais en fait, c'est dans les textes, il n'y a pas de la parole de auteur, finalement, elle est valable, mais elle est aussi, parfois, il se trompe lui-même. Mhm. Mais, mais il y a cette évolution des monstres extérieurs, les cauchemars, les tigres, les fourmis et toutes ces obsessions névrosées, etc., qu'il explique, qu'il essaye de verser dans les textes pour s'en débarrasser. À partir des années 68, l'écriture ne lui sert plus comme une sorte d'exorcisme, comme il disait, mais la réalité devient tellement monstrueuse que ça dépasse tout. Et donc, le fantastique, là, devient une façon de rentrer dans les monstres intérieurs et plus les monstres extérieurs. Donc, le monstre humain, euh, trop humain. Et c'est ça. Et il parle d'un classe de littérature, il parle d'un fantastique plus kafkaïen que, par exemple, sa référence qui est Poe au tout début devient Kafka, quoi, à la fin. Donc il y a cette évolution là. Merci beaucoup à Merci. tous les deux. Je rêve où il y a une photo de Cortázar derrière toi. Et oui, j'ai même, j'ai même celle-ci, Ah, quand même. une originale, Ok. des mangas signés, hein. Mangia Offerhaus, avec qui elle fait Alto el Pérou. Et en fait, je suis la troisième à la voir parce que c'est un cadeau pour Julio Silva qui Ok. est offert. Voilà. Mais Avant de dans la vie décéder. civile, elle est tout à fait normale, hein, vous inquiétez pas. Moi, je la connais bien, je l'ai Oui, 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 je ne suis fréquentée. pas obsédée. D'ailleurs, il est caché parce que mon fils, il me répond de l'aimer plus que lui. Donc, mais non, je ne suis pas obsédée. C'est pas vrai. Cada loco con su tema. Exactement. Mm. Pardon. Alors, Bonjour, est-ce que vous m'entendez? oui, Amadeo, on t'entend? Bon, d'abord, je suis désolé parce que j'ai eu une panne d'Internet pendant la discussion.
mais je suivis avec un très grand intérêt et plaisir ton exposé, Caroline. Alors, dans cette l'une des idées qui m'est restée, peut-être que je l'avais déjà en sourdine, c'est cette sorte de euh, porosité entre le réel et la fiction. Et Mhm. alors, dans cette perspective-là, la question que je te pose par rapport à continuité, discontinuité, est-ce que plutôt que de continuité, il ne conviendrait pas de parler de discontinuité? En fait, tout est discontinu, sauf à envisager une sorte de continuité souterraine qui serait la critique de Cortázar à toutes les situations sociales euh, contraires à l'intérêt général. Par exemple, dans euh, la, la, ¿cómo se llama? Apocalipsis de Solentinami, Nami, Solentinami. Mm. Cette sorte de décalage entre la réalité vécue au Nicaragua et le recul après des photos qu'il voit et qui ne coïncident pas finalement. Alors là-dedans, quelle est l'authenticité, la vraie? Pour moi, le vrai surgit justement du rappel d'un vécu, du vécu. Les photos le renvoient comme une sorte de coup de poing dans la figure pour euh, conscientiser maintenant davantage les atrocités qu'il avait vécues. Qu'est-ce que tu penses de ces élucubrations? Alors, ces élucubrations, moi je vais me tenir à Queremos tanto a Glenda et je laisserai Olga débattre avec toi sur le reste de l'œuvre que je ne maîtrise pas suffisamment pour pouvoir théoriser de manière... voilà, je préfère pas généraliser, c'est des choses que je connais pas assez. J'ai du mal à t'entendre là. Ah, donc je pense que... Attends, je vais essayer de me souvenir. Là, il y a une très très forte, je crois que c'est ce que j'essaie de démontrer, qu'il y a une très très forte continuité de l'écriture, mais ça on le sait, je veux dire... c'est pour ça que dans mon introduction, j'ai parlé de tout ce qu'il avait construit avant. C'est-à-dire que on en a assez glosé, on a assez glosé dessus quand on a fait le cours les uns et les autres sur Rayuela, sur le maillage insensé. C'est-à-dire que une petite pièce qui a été posée comme ça sur une table, c'est quelque chose qu'on retrouvera après dans à un autre endroit, avec une autre proximité, ça va en changer l'interprétation, etc. Donc ça, le maillage de l'écriture par continuité avec une démultiplication des effets de sens en fonction de l'élément qu'on choisit pour constituer le critère de la continuité, très bien. Pour ce qui est de la continuité entre réalité réelle et réalité de fiction, je pense qu'effectivement, là où tu as raison, en tout cas c'est ce que j'ai compris que tu disais, il n'y en a pas. C'est plus qu'une discontinuité, il y a vraiment une rupture. Et d'ailleurs, je pense que si on s'interroge sur la présence de la réalité réelle dans Continuidad dans Queremos tanto a Glenda, il n'y en a quasiment pas. C'est-à-dire, par exemple, dans Orientación de los Gatos, la réalité Alana dont il veut se débarrasser, je n'en entends jamais parler. Elle n'existe plus dès le début. Il n'y a pas de réalité dans Orientación de los Gatos. Il n'y a pas de réalité dans Queremos tanto a Glenda. Pour la simple et bonne raison qu'on entre en poussant la porte du théâtre et du cinéma qui, de fait, me met hors du réel, et comme si ça ne suffisait pas, on me place de l'autre côté de l'écran, etc., etc. Il n'y a pas de réalité dans Historia comme Igualas, et donc il y a une espèce comment on appellerait ça, le kiné, quand il fait quand je me suis pété le bras, qu'est-ce qu'il fait mince, comment ça s'appelle? J'ai un trou. Rééducation. Voilà. Texto Nuna Libreta, c'est une espèce de rééducation de l'écrivain à la réalité, c'est-à-dire de l'écrivain et du destinataire de l'art à la réalité. C'est-à-dire c'est tellement étranger à lui qu'il a besoin d'être rééduqué à ce truc-là. Alors comme il faut que ça aille vite, parce que manifestement le temps de l'engagement est venu, il se soumet à un traitement de choc, tu vois. Et le traitement de choc, c'est d'aller dans le métro.
Sauf que de nouveau, le métro, mais qui voit cette réalité de métro? C'est lui. Donc en fait, c'est pas la réalité comme ça, c'est le regard qu'il porte sur le réel. Pour la simple et bonne raison que ce réel, il ne le connaît pas. Donc de nouveau, c'est médiatisé par le regard. Donc moi, en fait, je peux mettre bout à bout toute ces nouvelles en disant, la réalité en tant que telle n'existe pas, elle n'est jamais que distorsionnée à travers le regard de tous ces amateurs de l'art, artistes amateurs ou artistes, qui en réalité ne savent pas la regarder et quand ils essayent d'eux, ils n'y arrivent pas, et à chaque fois, c'est la catastrophe. Je répète, c'est CQFD, pour démontrer qu'il y a incompatibilité entre les deux. Donc je pense qu'effectivement, incompatibilité égale discontinuité entre réalité de la littérature et réalité fictionnelle. Après, pour ta deuxième partie, je laisse Olga te répondre. T'as bien fait de venir, Olga, hein. En dehors du fait que ça me fait très plaisir de te voir, parce que comme on n'est plus au jury, je te vois plus. Moi, C'est, hein? je, je suis plus sensible, si tu veux, à la discontinuité qu'il y a. Évidemment, tu parles du style, de l'écriture, etc. Bon, d'accord. Mais en ce qui concerne le développement de chaque petite nouvelle, par exemple, moi je vois euh, cette sorte de saut. Et je vois par exemple, si je prends la nouvelle dont porte le titre, donc Queremos tanto. tanto, queremos tanto a Blenda. Là, je vois le- la continuité avec la préoccupation de Cortázar dans finalement pas mal d'écrits, de la satire. Par exemple, là, fondamentalement, le rôle de la censure, comment ça supprime une réalité et lui superpose une autre. Bon, alors, dans cette courte nouvelle, je vois effectivement ce qui prédomine là, c'est la discontinuité, mais il y a toujours l'opposition entre le bien et le mal, entre le réel et l'imaginaire. Cette actrice qu'il transforme et qui finalement leur action le jette à la fin dans la solitude la plus totale, ce qui pourrait être interprété comme l'échec en définitive de la censure. On arrive toujours, et la tyrannie, on arrive toujours à surmonter cela. C'est-à-dire qu'en ce sens-là, je vois une dimension positive de la nouvelle, qui correspond, à mon sens, à la démarche générale de l'écriture de Cortázar. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, peut-être, peut-être, je te dis, là, moi, cette lecture me semble tout à fait recevable sur la question de la censure, à ceci près tout de même que la matière de départ, c'est pas une Glenda réelle, c'est déjà le personnage, c'est déjà une création, parce que là, en l'occurrence, Glenda, eux, ils ne connaissent que l'actrice, c'est-à-dire le personnage public de l'actrice. Mais le personnage privé, ils ne le connaissent pas. Donc ça veut dire qu'on est déjà au-delà de la réalité. Donc après, si tu veux, tu vois, si Glenda, c'était la femme Glenda, et pas déjà l'actrice, je serais plus réceptive à cette interprétation. Mais là, si tu veux, on est déjà avec, comme si, on sait bien qu'une actrice de cinéma, dans son personnage public, c'est déjà une création. C'est déjà le mythe personnel, déjà des scénographies, etc. Donc, et ça suffit encore pas. C'est-à-dire qu'il y a encore trop de réalité possible dans le personnage public de l'actrice. Et il ne faut plus qu'il y ait que l'œuvre. Donc moi, je vois plutôt l'idée du perfectionnement. C'est vraiment de abstraire toute contamination possible de la réalité artistique par la réalité réelle. Bon, après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Olga, de cette lecture comme le nucléo, avec les coupures, la censure et tout ça. J'avoue que je ne suis pas très convaincue, mais en même temps, je répète, elles sont hyper difficiles à interpréter, ces nouvelles, parce que là, on en discute en partant de conclusions, etc. Mais quand on les lit, sont complexes à interpréter. Oui. Bah, et je pense que c'est intentionnel de laisser vraiment cette ouverture. Après, Glenn, à moi, j'étais un peu, enfin, la nouvelle, hein, j'étais un peu influencée aussi par
l'analyse de ces textes théoriques et surtout les réponses qu'il donne aux Cubains par rapport à l'injonction d'écrire pour le peuple, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai lu cette nouvelle comme il y a quand même un certain niveau de contrôle sur l'œuvre. Justement, pas la personne Glénat, mais il y a ce contrôle de dire est-ce que l'œuvre doit être ou pas être pour Mm. qu'elle soit bien, parfaite, etc. Donc, j'ai lu on peut faire cette lecture des contrôles, je ne sais pas si des censures, mais ça va avec, sur la création artistique. Mais Mm, en même temps, il y a quand même qui contredit cette lecture-là. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, hein, qui la contredit. La place symbolique qu'a au début de la nouvelle et à la fin de la nouvelle de recortes de prensa. mm, Là, il y avait enfin un élément du réel, ces articles de presse qui existent réellement, qui sont à l'intérieur du texte. On pouvait penser qu'il y aurait une contamination et que ce texte servirait à un projet commun entre l'écriture, la sculpture, etc. Or, on voit que ça ne donne strictement rien. Voilà, mm. non seulement ne sera pas concrétisé, mais voilà, l'autre, il sort pas de sa tour d'ivoire et elle, ça Ouais. se passe très, 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 très mal. Donc là, je pense que c'est l'argument clé enfin, c'est l'élément clé qui invalide la thèse d'une réflexion sur l'engagement, la Oui, dénonciation de la place du réel à l'intérieur de l'anthologie, etc. Parce que là, on en a vraiment un. oui, c'est vrai que, en fait, moi j'ai l'impression qu'il parle aussi de cette difficulté justement de faire une littérature sur le réel de façon engagée comme on l'entendait à l'époque et qu'il résiste à ça. Et aussi bien dans Solentina, mais effectivement, comme disait la collègue tout à l'heure, que dans ces nouvelles, mais il y a tout un processus d'écriture pendant les années 70 où il s'interroge sur ça. Ce qui fait dans Recortes de prensa, il avait essayé de le faire en livre de Manuel. Pour lui, c'est un échec, le livre de Manuel dans ce sens-là. Et il réussit à le faire, à intégrer ces recortes de prensa réels, non, l'histoire notamment de Laura Brunstein, dans la nouvelle. Mais ils ne donnent pas forcément une réponse à ça, mais toute l'écriture est basée sur ces questionnements de quelle est la place justement de l'art et jusqu'où il peut effectivement dialoguer avec la réalité, quelle est la place de la réalité dans tout ça. Et donc, comme pour dans Solentina, mais finalement, moi je me dis, c'est une façon d'écrire que la réalité, elle se délite du moment où on essaye de la saisir, quoi. Et que donc l'écriture est autre chose qu'un reflet de la réalité ou que de pure dénonciation et que c'est plus dans la création qu'elle doit se positionner, en fait. Donc, mais il y a ces tiraillements, il y a et presque un désespoir du créateur qui veut faire quelque chose, en faire quelque chose. Du coup, ces interprétations que Amadeo donne de Queremos tanto a Glenda et celles que tu donnes de Recortes, c'est intéressant parce qu'elles fonctionnent sans le Oui, jeu de continuité entre les nouvelles. ouais. Oui, Voilà. oui. Et d'un seul coup, c'est la continuité qui oblige à faire des rétrolectures, hein, Ouais, ce que j'ai appelé rétrocontinuité, bah, où tu te dis, mais attends, puisqu'il y a cet élément commun, ces deux nouvelles, puisque le rapprochement, nanana, en fait, ça détisse le sens que le texte semblait avoir dans son unidimensionnalité, quoi. Donc là, on se retrouve face à un cas bah, c'est la continuité qui brouille, enfin, qui fait voir le revers du texte ou le revers de l'intention du texte, j'en sais rien. En tout cas, qui pose un problème, je crois, quand même assez grave sur l'éthique de l'écrivain. Et je trouve intéressant que Mariana Enriquez, je voudrais pas ma nouvelle obsession, hein, mais c'est fou que Mariana ouais, Enriquez, c'est le hasard des programmes d'agrég, mais pour le coup, Mariana Enriquez, moi, là où elle m'intéresse beaucoup, c'est qu'il n'y a pas simplement ce faire du texte,
Et il n'y a pas simplement la dimension thématique, parce que si vous regardez les critiques qui ont commenté Marianne Enriquez, ça s'applique beaucoup à travailler la dimension thématique. Et en fait, il y en a peu. Alors, on te dit la dimension mémorielle, la dimension ceci, la dimension sociale, El Carrito, tout ça. Et t'en as quand même peu qui se préoccupent d'écriture. Parce que Marianne Enriquez, c'est avant tout une question d'écriture, c'est-à-dire les modalités de la narration, espèce de narrateur non fiable, la place qu'occupe la description, etc., l'espèce d'enchâssement et compagnie. Bon. Et je trouve que elle, justement, elle pose la question de l'éthique de la littérature. À mon avis, c'est le centre de son œuvre. Voilà, elle s'interroge sur, bon, mais que dit le texte depuis la dimension purement thématique? Que dit le texte depuis l'écriture? Et en fait, elle pose la question alors évidemment, vous allez me dire, elle a 60 ans de recul, hein. Bon, j'exagère, 40 ans de recul. Mais je pense qu'elle fait le travail que Cortázar n'avait pas fait. Et du coup, quand on parle de boom 1, alors je déteste l'expression, mais boom 1, boom 2, et que vous avez toutes ces théoriciennes là qui disent, ah ben le boom 2, elles font enfin le job que n'avaient pas fait les hommes. Sur le principe, cette thèse m'énerve, mais en fait, je pense elles sont, enfin, ils et elles ont assez raison, ces critiques littéraires qui disent ça. Sur la question des modalités de. C'est notamment Ruth Fine. Je ne sais pas si tu l'as lu, Olga, cet article, mais Ruth Fine dit donc oppose le boom 1 et le boom 2 en disant bah, finalement, dans le boom 1, le boom masculin, ils ont attrapé le réel pour en faire du mythe et de la légende. Bon, et le boom 2, c'est le boom qui est enfin capable de parler de la réalité sociale, la réalité politique, la réalité historique, en expliquant que tout cela relève de l'écriture, du rapport à l'écriture, du rapport à la réalité, etc. Et c'est vrai qu'en ayant préparé mon cours d'agrég sur Mariana Enriquez, tout en écrivant parallèlement ces deux articles sur Cortázar, je me suis dit, mais il y a vraiment un point argumentaire où elle a tout à fait raison. C'est-à-dire sur Mm. cette question de la dimension éthique du type de rapport que l'artiste choisit d'établir avec la réalité. Et là, Mariana Enriquez, elle remet sans arrêt, elle interroge les coordonnées du point d'énonciation. C'est pour ça qu'elle a des narrateurs non fiables et tout ça. C'est qu'elle dit, mais d'où tu racontes cette chose que tu racontes? D'où tu écris cette chose que tu écris, etc., etc. Voilà. Et ça, je pense que Cortázar le fait pas. Alors bon, je répète, ces changements d'époque, l'hypertechnicité est passée par là, mi-tout, mi-machin, mi-truc et tout. Donc tout ça est logique. Mais c'est vrai que bah, cette notion de boom, de nouveau boom, existe. Parce qu'on a tendance à minimiser en disant, ah, encore une étiquette commerciale destinée à vendre des livres, en plus des livres de femmes qui parlent de choses un peu trash et tout ça. Mais je pense qu'il y a plus que ce travail de marketing. Il y a une réalité derrière tout ça. Et au cœur de cette réalité, je le répète, je mets la dimension éthique, Ouais. qui n'était pas assez présente dans la littérature de Marquez et compagnie. Dire là, je suis en train de relire, je fais un séminaire avec les étudiants de M2 sur la lisibilité de Cent ans de solitude en 2025. C'est-à-dire que donne Cent ans de solitude passé à la moulinette de l'éco-critique, de l'intersectionnalité et du décolonial. Bah, le pauvre Garcia Marquez, il n'en sort pas vivant, hein. Alors, tout en ayant conscience que l'anachronisme, nanana, nanana, d'accord, d'accord, d'accord. Mais du coup, est-ce que c'est une œuvre du XXe siècle, une bonne œuvre du XXe siècle, ou une œuvre atemporelle, blablabla? Ben non, c'est un bon roman du XXe siècle, point. Bon, c'est déjà Mm. pas mal, me direz-vous. Mais voilà. Alors, moi, j'ai justement une question par rapport à ce que tu viens de dire, Caroline, parce qu'on a un tout petit peu dévié, et tu l'as aussi évoqué de façon très, très ponctuelle et subtile dans ta démonstration. Et c'est une question à la marge, hein. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a une critique, une bibliographie psychanalytique en fait hein, de Cortázar et son rapport à la femme, etc. Puisque tu as évoqué effectivement les deux viols hein, dans les deux nouvelles. Bon, je vois bien, hein, on est au 20e, etc. Comme tu viens de le dire. Bon, et puis c'est des topiques finalement. Mais cette femme qu'on évacue à chaque fois sous des formes différentes, qui semblerait représenter la réalité finalement, hein, et puis elle est éliminée pour justement créer. Donc je voulais savoir s'il y avait une approche psychanalytique du coup de ce rapport entre la création et Cortázar hein, en tant que créateur, écrivain, etc. Alors, ça, pour le coup, c'est de nouveau Olga qui te dira sur les études, enfin, la dimension psychanalytique. Moi, c'est
pour mon article sur la conférence, j'avais pas mal travaillé sur la réception, et en particulier pour sauver Anio de Moebius, la nouvelle, et donc par voie de conséquence tous les autres, on a attribué une dimension philosophique à la pensée de Cortázar. C'est-à-dire cette idée de, bah, finalement, les vérités, tout est dans tout, si tu veux. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de dépasser les frontières de l'éducation, tout ce qui est limitatif et qui nous empêche d'être en prise avec la nature, avec notre nature, et que finalement, il faut passer faut s'affranchir de toutes ces barrières morales pour accéder à la vérité de l'être. Voilà. Et que oui, on a besoin d'être violenté parce que tout ça est tellement verrouillé que bah, finalement, tu vois, là, il y a la violence symbolique, il y a la violence physique. Bah, la violence physique, c'est jamais que une espèce de maïeutique un peu poussée à l'extrême, si tu veux. Voilà. Bon, ça, j'ai lu plein d'articles. Alors, d'abord, première chose, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup étonnée, contrairement à ce que je pensais, parce que tu sais, il y a une espèce de doxa qui dit ah là 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 là, Nio de Moebius, cette nouvelle qui a été tellement critiquée par la critique et par les lecteurs, les lectrices, etc. En réalité, je me suis battu les flancs et croyez-moi, j'ai cherché pour trouver des choses. Cette nouvelle, elle a été assez peu commentée. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les féministes levées de boucliers, elles sont montées sur leurs barricades, seins nus, en hurlant et tout ça. Il y en a très peu qui ont parlé de cette nouvelle. Et alors j'ai oublié son nom, mais enfin j'ouvre mon ordi, je vous le retrouve tout de suite, hein, qui en a parlé. Elle dit, et alors vraiment, c'est une militante féministe, c'est une féminazie, nanana, nanana, hein, pour vous situer le truc. Et elle dit, euh, oui, oui, c'est affreux, oui, il fait l'apologie du viol et tout ça, et elle prend les textes, elle regarde, elle cite, elle truc et tout. Mais, mais, euh, d'abord, il y a le talent qui, tant pis, on peut s'asseoir. Je vous assure que c'est exactement l'argument. On peut s'asseoir sur ce truc-là parce que le talent, et d'autre part, il faut se souvenir que ça rentrait dans une pensée philosophique. Bon, moi, je ne sais pas si ça suffit à exonérer l'artiste. D'autre part, là où j'ai été très étonnée aussi, c'est que je me suis dit, bon, d'accord, donc la critique, contrairement à ce que je pensais, on laisse ce texte dans l'oubli pour éviter de secouer trop de squelettes du placard de Julio, de voir Julito. Mais enfin, il doit y avoir surtout aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la cancel culture et tout ça, des gens qui sont allés exhumer ces textes pour mettre l'auteur face à ses contradictions, ses complaisances, sa monstruosité, tout ça. En réalité, là aussi, il y a néant sur Anio des Moebius. Du coup, j'ai mené une enquête sur Goodreads, voilà, qui pour moi est une plateforme de base de gens de gens plus ou moins des lecteurs lambda, plus ou moins avisés, plus ou moins imbéciles, plus ou moins intelligents, qui parlent des textes. Et là, j'ai remonté sur Queremos tanto a Glenda, le volume, je ne sais pas, à peu près 500 avis dans toutes les langues. Alors l'avantage aujourd'hui avec DeepL, c'est que même ling long lang long, ça vient du français. Donc je me suis fait traduire tout ça. Et ben, globalement, ce recueil, les gens l'adorent. Bon, on dit que c'est difficile, on comprend pas grand-chose, tout ça, mais l'adore. Et celui qui a le plus la faveur du public, c'est Anillo de Moibus. Parce que c'est magnifique, parce que c'est romantique. Ces deux âmes qui se retrouvent à la fin, qui fusionnent dans l'amour, par-delà la violence, parce que, bref, une espèce de Mosh Klein, de théorie philosophique, de la résilience, de nanana. Bon, alors la résilience, si c'est en passé par je t'écrabouille, je te viole, tout ça, bon, faudrait en discuter. Et alors, sur ces 500 commentaires, il y en a un seul qui dit que cette nouvelle est absolument insoutenable, donc illisible, et qu'elle décrédibilise l'ensemble. Une critique. Tous les autres, c'est soit c'est superbe, ou alors c'est affreux, oui, mais c'est Cortázar et quel talent. Donc ça me semble quand même pas complètement inutile de se réinterroger sur la dimension éthique du texte. Je répète. Et cette dimension éthique du texte, moi, elle me claque d'autant plus au visage, je répète, hein, que je m'en étais complètement désintéressée, puisque je me désintéressais de la dimension thématique. Moi aussi, je suis séduite
par le charme de tous ces rebondissements, de toute cette lecture à clé, de la citation, tout ce que racontait Olga, il y a une allusion à, mais c'était parce que Carole machin et truc et tout. C'est extraordinaire, c'est un montage magnifique, mais qui du coup continue à faire pardonner un discours, je suis désolée, mais c'est pas pensable. Je veux dire, si vous lisez Queremos tanto, Anillo de Moebius, la nouvelle, il y a une complaisance dans la description de la scène du viol qui dure 3 pages, avec des détails, etc., qui est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. Surtout que, je répète, dans la réalité réelle, Robert Avril ne l'avait pas violée. Attention, hein. Voilà. Et alors, Cortázar, pour dignifier son personnage, non seulement il en fait un vagabond qui a été victime de la société parce que depuis petit, il était l'enfant abandonné, orphelin, nanana, nanana, qui n'avait commis que quelques petits larcins, en réalité, c'était un abominable personnage, Robert Avril. Et là, il avait violé je ne sais pas combien de femmes, c'était un voleur, etc. Enfin, c'était vraiment une saloperie vivante, quoi. Et pas du tout cette espèce de personnage de Robin des Bois que semble présenter Robin des Bois un peu demeuré que présente Cortázar, quoi. Voilà, donc Lina, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, oui, sur la dimension psychanalytique, ça, je ne sais pas. En tout cas, philosophique, je te dis, ça sert à exonérer l'auteur parce que ouais, mais attends, penser le monde et tout ça, c'est en quoi est-ce que ça compte qu'il y ait 2 ou 3 femmes qui se sont fait violer dans le processus? Point. Voilà la philosophie, à quoi ça sert. Olga, la psychanalyse de Julito. Mets ton micro, on t'entend pas. J'ai une réunion de CAPES 15 minutes, Ah oui, c'est vrai, je sais que mais vous allez au c'est CAPES. mais c'est vraiment passionnant ce que tu dis là. Ça me fait... parce que je pense que la question éthique, elle est posée justement. Et c'est là où la question thématique, la lecture thématique des nouvelles a ses limites, parce qu'on rentre tout de suite dans une lecture morale. Alors que si on se tient vraiment à la structure, à l'architecture textuelle de l'ensemble, dans l'économie de la collection, la question qui nous pose en tant que lecteur, je trouve, dans cette multiplication des points de vue et le narrateur non fiable, s'il y en a un qui l'a utilisé, c'est bien Cortázar, c'est de nous mettre constamment dans des points de vue insoutenables. Je Et sais pas. notamment dans cette dernière nouvelle. Non. Non, moi c'est ce que j'ai défendu pendant tout mon cours d'agrég, c'était lénifiant, c'était chaud, c'était douillet comme un nid de plumes, mais en fait ça marche pas. C'est inconfortable, mais justement, je sais pas. Mais après, c'est quelque chose qui est interrogé, qui interroge l'époque aussi. Il y a un film à l'époque des séries B euh, qui s'est passé dans le métro. Où il y a un type qui tue, enfin, je me souviens plus du titre, mais enfin, je l'ai dans l'analyse que je fais. Et il y a ce questionnement du conditionnement social qui amène vers le monstre. Mais justement, en utilisant une référence pop et série B, euh, enfin, il faudrait faire la démonstration et c'est pas simple. Mais justement, il est en train de questionner cette lecture-là. Donc, je pense que c'est plus complexe que ça. Après, on peut faire des lectures variées. C'est vrai qu'à ces moments-là, lui, il est victime d'agressions de la part de son ex, comment il s'appelle, Unier Carvelis. Et c'est très violent. Et il y a beaucoup de références à cette violence qu'il subit dans ses nouvelles de l'époque. Mais au-delà de la lecture biographique, il y a cette question du rapport amoureux comme un rapport qui peut mener à la violence. Et cette violence-là est équiparable par ailleurs à la violence d'État. Mm. Parce que, par exemple, il a un texte théorique où il parle de Pinochet
Enfin, en faisant une lecture du patriarcat capitaliste violent. Donc, il y a en tout cas, il y a ces questionnements-là qui commencent. Et par rapport à la femme, il y a aussi il y a un très beau texte qui s'appelle Homenaje a una joven bruja, qui est c'est consacré à Rita Renoir, une danseuse du Crazy Horse, qui fait un spectacle à l'époque, une performance, où il interroge justement le machisme comme une violence euh, qui est systémique. Mm. Et donc, je pense qu'il est dans ces questionnements-là. Et puis, il était constamment interrogé par ses traductrices, Laura Guy Bataillon, par exemple, et ses critiques, sur la question de la femme, de ces femmes dans les textes. Mm. Donc, il n'était pas, c'est pas pour le défendre du tout, hein, mais il était dans ces questionnements-là. En tout cas, c'est quelque chose qui l'a interpellé. Et il était conscient des limites, euh, en tout cas de sa génération, sur certaines choses. Et par rapport au psychanalyse, justement, une des critiques qu'il a beaucoup interpellé là-dessus, c'est Anna Maria Hernandez, euh, qui fait une lecture psychanalytique. Bah, après, il y a Stephen Boldy aussi, mais pas forcément sur Glenn, là, c'est plus sur les romans. Donc, et Et t'as on raison. peut commenter hein, quel est Mostanto à Glenda, le volume, il n'y a pas beaucoup de critiques. Alors, il y en a eu quand on a fait la grecque, parce que tout le monde a pondu son petit topo. Ouais, Mais sinon, c'est pas un, un recueil non, qui s'est un peu c'est passé vrai. là-dessus, quoi. C'est pour ça que c'est bien qu'il ait été mis au programme. On peut de nouveau féliciter notre cher Eric, fils Ouais, de... Au passage, on lui fait une petite bise. ouais, ouais. Bon, j'imagine que pour ceux qui ne l'avaient pas lu, ça vous donne pas plus envie de le lire que ça. Si, si, justement. Ah, tu vas le lire? Ok. Ah oui, 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 oui. Avec plaisir. Du coup, je ne sais plus la prochaine fois, je ne sais plus à quand a lieu le prochain rendez-vous, mais je vais regarder, re-regarder parce que je sais qu'après il y a Pénélope Laurent qui doit parler, mais je ne sais plus si c'est fin mai ou début juin. Bref, je regarde tout ça et je vous envoie un mail pour vous prévenir de la date de la prochaine séance. Voilà.